J'ai demandé à aller m'occuper de mon père malade. Ma belle-mère a dit non. Si tu passes cette porte, c'est fini entre nous, a lancé mon mari. J'ai signé et je suis parti. Le lendemain, il était licencié. Quand j'ai dit à mon mari que mon père de 83 ans avait besoin de moi après une opération d'urgence, ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Le devoir d'une épouse passe avant tout ». Puis Marc a fait glisser les papiers du divorce sur la table de notre cuisine. « Si tu passes cette porte, a-t-il dit, c'est fini entre nous. » Alors, je les ai signés. Je me suis éclairci la gorge. Ce n'était pas la façon dont je m'attendais à ce qu'un mariage de 31 ans se termine. Mais en même temps, j'avais passé la plupart de ces 31 années à trouver des excuses pour des choses que j'aurais dû affronter bien plus tôt. L'appel concernant mon père est arrivé à 6h35 un mardi matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais debout au comptoir dans ma robe de chambre, en train d'étaler de la moutarde sur le sandwich à la dinde de Marc avant de le mettre dans le même sac repas isotherme bleu qu'il portait depuis des années. Mon téléphone a vibré à côté de la cafetière. Madame Parker, a demandé une femme. Ici l'hôpital IULS de Bloomington. Votre père a été admis pendant la nuit. Le couteau m'a glissé des mains et a atterri à plat dans l'évier. Que s'est-il passé? Elle m'a dit que mon père, Walter, s'était effondré dans sa cuisine. Un voisin l'avait trouvé après avoir remarqué que son journal était encore sur l'allée. Les médecins avaient découvert une occlusion intestinale et l'avaient opéré d'urgence juste avant l'aube. Il est stable, a dit l'infirmière, mais vu son âge et ses antécédents cardiaques, il aura besoin d'aide à sa sortie. Je me suis agrippé au bord du comptoir. Marc est entré, déjà habillé pour le travail en pantalon gris et chemise blanche. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé le sandwich inachevé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai couvert le téléphone et j'ai dit, papa a eu une opération d'urgence. L'expression de Marc a changé, mais pas comme je l'espérais. Combien de temps vas-tu partir? Pas est-ce qu'il va bien? Pas as-tu besoin que je te conduise? Juste combien de temps? L'infirmière a dit qu'il prévoyait de garder papa un jour ou deux de plus. Après cela, il aurait besoin de quelqu'un avec lui 24 heures sur 24. Au moins au début. J'arrive, lui ai-je dit. Quand j'ai raccroché, Marc a ouvert le réfrigérateur et a froncé les sourcils. Tu sais, le déjeuner d'anniversaire de maman, c'est samedi. Je sais. Tu as déjà confirmé le traiteur. Je peux les appeler de Bloomington. Ce n'est pas la même chose que d'être ici. Je l'ai dévisagé. Mon père vient de subir une opération d'urgence. Et ma mère va avoir 82 ans. Il y a des moments dans un mariage où la vérité se dresse juste devant vous. Claire comme une chaise de cuisine. Vous pouvez toujours la contourner. J'étais devenu très doué pour contourner les choses. Pendant des années, j'avais conduit sa mère, Evelyne, à ses rendez-vous chez le podologue et l'ophtalmologue. Je récupérais ses ordonnances chez CVS, commandais des fleurs pour les funérailles de ses amis et me souvenais de la petite fille de quelle cousine obtenait son diplôme de pur-du. J'organisais Thanksgiving, payais les impôts fonciers, renouvelais notre assurance et surveillais les médicaments contre le cholestérol de Marc. J'avais même reporté ma propre opération du genou 2 fois parce que Marc disait que ce n'était pas le bon moment. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais plus marcher, m'avait-il dit après le 2e report. Techniquement, il avait raison. Je pouvais marcher. Je ne pouvais simplement pas le faire sans douleur. Ce soir-là, Marc a amené Evelyne à la maison sans prévenir. Elle est arrivée dans un manteau de couleur crème et tenait son sac à main à 2 mains comme si elle venait à une réunion officielle. Je venais de finir de parler avec le chirurgien de papa. L'opération s'était bien passée, mais papa était faible et confus à cause de l'anesthésie. Je prévoyais de partir à 7 heures le lendemain matin. Evelyne s'est assise à la table de la cuisine pendant que Marc lui versait du café. « J'entends dire que tu as l'intention de tout abandonner cette semaine, a-t-elle dit. Je vais m'occuper de mon père. Il a des médecins. Il n'aura pas de médecin dans sa maison. » Elle a remué lentement son café. Marc a une carrière. Cette famille a des obligations. Mon père fait partie de la famille. Evelyne a haussé un sourcil. Pas de la famille de Marc. Les mots étaient si froids que pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal compris. Marc se tenait près de l'évier, ne disant rien. Je me suis tourné vers lui. Tu vas la laisser me parler comme ça?
Il a soupiré comme si je faisais une scène. Linda, personne ne dit que tu ne peux pas lui rendre visite. Je ne lui rends pas visite. Je l'aide à se rétablir. Tu rends toujours tout plus dramatique que nécessaire. Cet effort de café venant d'un homme qui avait passé les dernières semaines à prendre des appels tardifs derrière la porte fermée de son bureau. 3 nuits plus tôt, j'étais passé devant son bureau et je l'avais entendu dire, ces ajustements de main-d'œuvre ont été approuvés avant que je ne sois impliqué. Assurez-vous que les dates le reflètent. Quand je suis entré, il a retourné son téléphone, face contre table. Tu ne frappes jamais, a-t-il lancé. À l'époque, j'avais supposé que c'était un autre problème chez Mid-States Components, où Mark était vice-président des opérations et où je travaillais à la paix. L'ambiance dans l'entreprise était tendue ces derniers temps. Les superviseurs se plaignaient des budgets d'heures supplémentaires. Mark rentrait plus tard, buvait plus de bourbon et vérifiait ses courriels pendant le dîner. Pourtant, rien de tout cela n'expliquait ce qui s'est passé ensuite. Il s'est dirigé vers la chaise de la salle à manger où il avait posé sa mallette, l'a ouverte et en a sorti une grande enveloppe blanche. Il l'a posée devant moi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est. J'ai sorti les papiers. Requête en dissolution de mariage. Mon nom était tapé sous le sien. Ma bouche est devenue sèche. Tu avais déjà ça? Mark a croisé les bras. Je les ai fait préparer parce que je suis fatigué de vivre avec quelqu'un qui refuse de faire passer son mariage en premier. Evelyn avait l'air presque satisfaite. J'ai parcouru la première page, mais les mots se sont brouillés. La maison, les comptes, les dettes. Un langage juridique que je ne comprenais pas. Mark a tapoté la table avec un doigt. Si tu passes cette porte demain, ne te donne pas la peine de revenir. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé à 25 ans. L'homme dont j'avais repassé les chemises la veille de chaque réunion importante. L'homme dont j'avais soigné la mère comme si c'était la mienne. Tu me demandes de choisir entre mon mari et mon père malade. Non, a-t-il dit, je te demande de choisir tes priorités. Mon téléphone a sonné. Papa. Sa voix semblait faible et lointaine. Ma chérie, tu n'as pas besoin de venir ici. Je ne veux pas causer de problème. Je me suis détourné de Mark. Tu n'as rien causé, papa. Je peux me débrouiller. Tu as failli mourir seul dans ta cuisine. Il y a eu une pause. Je ne veux juste pas que tu paies pour moi. J'ai de nouveau regardé les papiers. Je serai là demain. Quand j'ai mis fin à l'appel, Mark m'a tendu un stylo. Pendant une seconde ridicule, je pense qu'il s'attendait à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, je l'ai pris. Ma main tremblait tellement que la première lettre de mon nom est sortie de travers. J'ai signé quand même. Evelyn a eu un léger hoquet. Le visage de Mark a changé. Pas beaucoup, mais assez. La confiance s'est évanouie. Tu comprends ce que tu fais? Non, ai-je dit, mais je comprends ce que toi, tu fais. J'ai fait une valise, 2 chemisiers de travail, un jean, des médicaments, un coussin chauffant et le dossier où je gardais des copies de mes dossiers d'emploi. J'ai laissé ma photo de mariage sur la commode. À la porte d'entrée, Mark a dit, une fois que tu seras parti, ne t'attends pas à ce que je vienne te sauver. J'ai pris mon sac. C'est peut-être la première chose sur laquelle nous sommes d'accord. J'ai réussi à aller jusqu'à Greenwood avant de devoir m'arrêter sur un parking de Meigé parce que je ne voyais plus rien à travers mes larmes. Je suis resté assise là, agrippée au volant, me demandant si je venais de détruire ma vie. Puis j'ai continué à conduire vers le sud. Le lendemain matin à 9h17, alors que j'aidais papa à trier ses pilules à la table de la cuisine, Mark a appelé cette fois. Au 8e appel, j'ai répondu. Il respirait fort. Qu'est-ce que tu leur as dit? De quoi parles-tu? Ils ont pris mon badge. La sécurité m'a raccompagné à la sortie devant tout le monde. Je suis resté très calme. Mark, ils m'ont licencié, Linda. Puis sa voix a baissé. Et ça porte ta signature partout. Ma signature, ai-je répété. Mark, je suis dans la cuisine de papa à Bloomington. Il a ignoré cela. Ils ont dit qu'il y avait des approbations irrégulières, des rapports de main-d'œuvre, des classifications d'heures supplémentaires. Ils avaient des copies de courriel. Sa voix avait ce ton aigu et haletant qu'il prenait quand quelqu'un d'autre avait les cartes en main.
Je me suis assise sur l'une des chaises en bois de la cuisine de papa. Mes genoux me faisaient déjà mal, et la matinée venait à peine de commencer. De quoi t'ont-ils accusé exactement? Je ne discute pas des affaires de l'entreprise au téléphone. Tu m'as appelé. Parce que j'ai besoin de savoir ce que tu leur as dit. Rien. Je ne savais même pas qu'il y avait une enquête. Il y a eu une pause. Puis il a dit, ne joue pas l'innocente. Tu gardais tous les courriels que tout le monde t'a jamais envoyés. Cette phrase m'a dérangé plus que l'accusation. J'avais gardé des courriels. Les gens de la paix gardent des choses. Des approbations, des corrections, des fiches de présence, des explications de superviseurs qui jurent plus tard n'avoir jamais dit ce qu'ils ont dit. C'était une habitude, pas une arme. Mais Marc parlait comme si ses dossiers avaient attendu dans l'ombre pour lui. Il a commencé à faire les 100 pas. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone, le frottement de ses chaussures et le son creux de notre couloir. Tu dois appeler Robert, a-t-il dit. Dis-lui que ses ajustements étaient standards. Dis-lui que je n'ai jamais fait pression sur personne. L'as-tu fait? Pour l'amour de Dieu, Linda, ce n'est pas une réponse. Son ton a changé instantanément. Écoute, j'étais en colère hier soir. Les papiers étaient une erreur. De l'autre côté de la table, papa essayait d'ouvrir un flacon de pilule à l'épreuve des enfants avec ses deux mains. Ses doigts tremblaient de faiblesse et de frustration. Tu les avais fait préparer il y a des semaines, ai-je dit. J'étais sous pression. Et maintenant, tu ne le es plus. Marc a expiré bruyamment. C'est plus grand que notre mariage. Si tu ne m'aides pas, tu peux oublier la maison et ton assurance maladie. Tu penses que tu peux simplement partir et tout garder? Ma main s'est crispée sur le téléphone. Je dois aider papa. Bien sûr que tu dois. Le mépris était de retour. J'ai mis fin à l'appel. Papa a levé les yeux. Tout va bien? J'ai pris le flacon de pilule et je l'ai ouvert pour lui. Pas vraiment. Il a étudié mon visage, mais il n'a pas insisté. C'était une des différences entre mon père et mon mari. Papa pouvait voir que je n'étais pas prête et laisser la porte ouverte. L'hôpital l'a laissé sortir juste avant midi. Le ramener à la maison a pris près de 3 heures, bien qu'il habite à moins de 20 minutes. Une infirmière a passé en revue sa liste de médicaments 2 fois. Papa avait oublié les instructions avant que nous n'atteignions l'ascenseur. Puis il a insisté pour marcher jusqu'à la voiture sans le fauteuil roulant parce que, comme il l'a dit, je ne suis pas encore mort. À mi-chemin dans le hall, ses genoux ont fléchi. L'aide-soignant a attrapé un bras, j'ai attrapé l'autre. Papa avait l'air furieux contre son propre corps. Chez lui, j'ai préparé le fauteuil inclinable avec un drap propre et j'ai placé son déambulateur à côté. Il a détesté le déambulateur à vue d'œil. Ce truc me donne l'air d'avoir 90 ans. Tu as 83 ans. Exactement. Il me reste 7 bonnes années avant d'en avoir besoin. J'ai ri malgré moi. À 17 heures, j'avais réchauffé de la soupe, organisé ces pilules dans un pilulier en plastique, appelé le cabinet du chirurgien, lavé 2 machines de linge et me suis disputé avec papa pour savoir s'il pouvait prendre une douche seul. Je suis allé chez Kroger pour de la soupe à faible teneur en sodium, des bandages, des boissons nutritionnelles et l'adoucisseur de celle que l'infirmière avait recommandée. À la caisse, j'ai utilisé la carte de crédit commune. Refusé. J'ai réessayé. La caissière, une femme de mon âge avec des cheveux argentés attachés en un chignon lâche, a baissé la voix. Il est indiqué que le compte est bloqué. Des gens attendaient derrière moi. Je pouvais les sentir faire semblant de ne pas écouter. J'ai sorti ma carte de débit. Sur le parking, j'ai vérifié mon solde bancaire. 6 814 $. C'était ce qui se tenait entre moi et les frais de justice, les courses, l'essence, les ordonnances et tout ce qui venait après 31 ans de mariage. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Carmel, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cette nuit-là, papa s'est réveillé 2 fois parce qu'il avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. La première fois, il s'est excusé. La deuxième fois, il n'a pas voulu me regarder. À 3 heures du matin, j'avais mal au dos à cause du fauteuil inclinable, et mes genoux me lançaient tellement que j'ai pressé le coussin chauffant entre eux. Je suis resté éveillé à écouter le vieux réfrigérateur de papa s'allumer et s'éteindre.
J'avais pensé que partir me ferait me sentir propre, courageuse, peut-être. Au lieu de cela, c'était comme avoir 56 ans dans une pièce sombre, à calculer combien de temps mes économies pourraient durer. L'après-midi suivant, un courriel est arrivé d'Angela Morris des ressources humaines. La formulation était formelle. Mid-States avait engagé un conseil externe pour examiner les approbations de pays historiques. On me demandait de conserver tous les messages et fichiers liés au travail. Il voulait programmer un entretien et j'étais autorisé à avoir un avocat présent. Aucune explication sur le licenciement de Mark, aucune réassurance sur mon travail, juste une demande de coopération. J'ai lu le message 3 fois. Papa m'a trouvé à la table de la cuisine, mes lunettes relevées sur ma tête et mon alliance à côté de ma tasse de café. Il a montré l'alliance du doigt. Tu l'enlèves? Je ne sais pas. Ça sonne comme une réponse misérable. J'ai baissé les yeux sur le bloc-notes où j'avais listé les dépenses mensuelles. Mark m'a donné les papiers du divorce. Le visage de papa a changé. Quand? La nuit avant que je vienne ici. Il s'est penché en arrière lentement. À cause de moi. Non. Linda, tu n'as pas fait ça. Si tu étais restée à la maison. Tu ne pouvais pas te tenir debout seule hier. J'aurais trouvé une solution. Tu as failli mourir seule dans ta cuisine. Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ton mariage se termine. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir. Tu n'as pas brisé mon mariage, papa. Tu m'as juste donné une raison d'arrêter de prétendre qu'il n'était pas déjà brisé. La pièce est devenue silencieuse. Papa a fixé ses mains. Finalement, il a dit, j'aurais dû le remarquer. Je me suis assuré que tu ne le ferais pas. Ce soir-là, Teresa Cole de la paix m'a appelé. Je ne devrais probablement pas appeler, a-t-elle dit. Alors ne me dis rien de confidentiel. Je ne le ferai pas, elle a hésité. Les enquêteurs ont posé des questions sur les ajustements d'heures supplémentaires de l'hiver dernier. Je m'en suis souvenu immédiatement. Mark avait voulu que plusieurs quarts de travail du week-end soient reclassés en primes discrétionnaires. J'avais refusé parce que cela affectait les retenues et les avantages sociaux. Il m'avait dit qu'un autre département s'en était occupé. J'ai dit, Teresa sais-tu? Quoi? Certaines des approbations ont tes initiales. Mon estomac s'est noué. Je ne les ai pas approuvées. Je sais. Je t'ai entendu lui dire non. Avant que je puisse en demander plus, papa a appelé depuis la salle de bain. Linda. Sa voix semblait chancelante. J'ai mis fin à l'appel et me suis précipité dans le couloir. Plus tard, une fois papa installé, j'ai contacté Suzanne Keller, une avocate spécialisée en divorce recommandée par une femme de son église. Suzanne m'a rencontré le lendemain matin dans son bureau de Bloomington. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait le calme de quelqu'un qui avait vu des gens mentir à travers des tables de conférence pendant 40 ans. Elle a examiné les papiers que Mark m'avait donnés. « Vous n'êtes pas divorcé ?» a-t-elle dit. Je les ai signés. Vous avez signé une proposition de requête à votre table de cuisine. Il ne l'avait même pas encore déposée. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Suzanne a tapoté un paragraphe. Il veut que vous soyez responsable de la moitié de la dette tout en renonçant à des droits sur des parties de sa rémunération. Ce n'était pas conçu pour être juste. C'était conçu pour vous faire peur. Il pensait que je resterais. Il pensait que vous obéiriez. Cet après-midi-là, Mark a officiellement déposé une demande de divorce et a demandé la possession temporaire de la maison, affirmant que j'avais abandonné le mariage. Puis Rachel, sa fille, m'a envoyé un texto. Papa dit que tu es parti quand il avait le plus besoin de toi. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai écrit, il y a plus que ce que tu sais. Je ne discuterai pas de l'emploi de ton père avec toi. Elle n'a pas répondu. À 20h43 ce soir-là, mon téléphone a sonné avec une alerte de sécurité automatisée de mon fournisseur de 401K. Quelqu'un avait tenté de réinitialiser mon mot de passe et de changer l'adresse courriel de récupération. La demande provenait d'un appareil précédemment utilisé à notre maison à Carmel. J'ai fixé l'horodatage, 43 minutes après que Mark m'ait menacé au sujet de ma maison et de mon assurance maladie. La première chose que Suzanne m'a dite, c'est de n'accuser Mark de rien.
Le soupçon n'est pas une preuve, a-t-elle dit au téléphone le lendemain matin. Et en ce moment, la preuve est ce qui vous protège. J'étais debout dans la cuisine de papa, tenant mon café d'une main et essayant de lire l'alerte de sécurité sans que mes lunettes ne s'embuent à cause du lave-vaisselle. Donc, j'ignore simplement ça? Non, vous le documentez, puis vous verrouillez tout. Cela s'est transformé en près de 4 heures de mots de passe, de codes de vérification, de questions de sécurité et d'appels téléphoniques à 3 institutions différentes. J'ai changé le login de mon compte courant, de mes courriels, de mes cartes de crédit et de mon plan de retraite. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque que Marc n'avait jamais utilisée. La représentante du 401K était polie mais prudente. Elle a confirmé que quelqu'un avait tenté de réinitialiser mon mot de passe et de changer le courriel de récupération, mais elle ne pouvait pas me dire qui. Pouvez-vous voir d'où ça vient? Ai-je demandé. Seulement que cela provenait d'un appareil reconnu associé à votre historique de connexion antérieure. Un appareil reconnu, très probablement l'ordinateur de bureau dans notre bureau à domicile. Très probablement Marc. Mais Suzanne avait raison. Très probablement n'était pas suffisant. Papa était assis en face de moi, me regardant essayer de saisir un code à 6 chiffres avant qu'il n'expire. Qui conçoit ces trucs, ai-je marmonné. Des gens qui n'ont pas d'arthrite dans les pouces, a-t-il dit. Le code a expiré. Je lui ai lancé un regard. Il a souri dans son gruau d'avoine. La retraite est plus difficile à protéger que Fort Knox. C'était la première fois que je riais ce matin-là. 2 jours plus tard, Suzanne est venue chez papa pour l'entretien vidéo avec Midstetes. J'avais proposé de conduire jusqu'à son bureau, mais papa avait eu des vertiges avant le petit déjeuner, et je ne voulais pas le laisser seul. Nous avons installé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger. Je portais l'un des chemisiers de travail que j'avais emporté, bien qu'en dessous de la table, je portais un pantalon doux et des chaussettes de compression. Angela est apparue à l'écran avec un avocat d'un cabinet externe nommé Daniel Price. Elle était professionnelle et presque douloureusement neutre. Linda, a-t-elle dit, nous apprécions votre coopération. Nous examinons plusieurs approbations de pays historiques impliquant des ajustements de coûts de main-d'œuvre. Ils ont partagé 3 rapports à l'écran. Chacun portait mes initiales électroniques. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas approuvé ça. Daniel Price a baissé les yeux sur ses notes. Comment pouvez-vous en être certaine? Parce que je n'approuve rien sans ajouter un commentaire. Généralement la raison de l'ajustement ou le superviseur qui l'a demandé. Ceux-ci n'ont aucune note. Il est passé au rapport suivant. Celui-ci a été approuvé à 22h48. Je ne suis jamais au bureau à 22h48. Pourriez-vous approuver à distance? Pas de la maison. L'accès à la paix nécessite le réseau de l'entreprise. Angela a demandé, Marc connaissait-il vos identifiants? Il n'aurait pas dû. Cette réponse m'a dérangé dès que je l'ai dite. Quelques mois plus tôt, Marc s'était tenu derrière moi pendant que je réinitialisais mon mot de passe à la maison. Je gardais une vieille liste de mots de passe manuscrite dans un tiroir de bureau verrouillé parce que je ne me faisais pas confiance pour me souvenir de tout. Marc savait où je gardais la clé. Je leur ai dit. Suzanne a posé une main près de mon coude, sans me toucher, juste pour me rappeler qu'elle était là. L'entretien a duré 90 minutes. Angela ne m'a jamais dit ce qu'il croyait ou ce que Marc avait dit. Quand ce fut terminé, j'avais l'impression d'avoir passé tout le temps à essayer de prouver que j'étais moi-même. Cet après-midi-là, papa a eu de la fièvre. C'était seulement 100,8, mais après une opération, c'était suffisant pour nous renvoyer aux urgences. Nous sommes restés assis sous des lumières fluorescentes pendant 6 heures pendant que les infirmières prélevaient du sang, vérifiaient sa cicatrice et ajustaient ses médicaments. Papa détestait la blouse d'hôpital et essayait sans cesse de la fermer dans le dos. À mon âge, a-t-il dit, la pudeur est tout ce qu'il me reste. Le médecin a finalement décidé qu'il était déshydraté et qu'il réagissait mal à l'un de ses médicaments. Rien de mortel, mais j'étais épuisé quand nous sommes rentrés à la maison. Puis j'ai vérifié mes courriels. Midstetes m'avait mis en congé administratif payé pendant que l'enquête se poursuivait. J'ai lu le message 2 fois. Le congé payé était mieux que d'être licencié. Je le savais. C'était quand même comme être effacé. Mon accès au bâtiment était suspendu.
Mes identifiants système étaient désactivés. On avait dit aux employés de ne pas discuter de l'enquête avec moi. Je me suis assise dans l'allée de papa, le moteur éteint, et j'ai fixé le tableau de bord. Pendant 27 ans, j'avais fait ce travail avec soin. J'avais corrigé les erreurs des autres, j'étais resté tard pendant le traitement de fin d'année et j'avais répondu à des appels paniqués lorsque les chèques étaient incorrects. Maintenant, mes propres initiales étaient attachées à des dossiers que je n'avais jamais touchés. Marc a laissé un message vocal ce soir-là. Tu vois ce qui arrive quand tu te retournes contre moi. Ils ne te font pas confiance non plus. Je l'ai écouté une fois, puis une autre fois. Pendant une heure affreuse, j'ai envisagé de l'appeler. Je m'imaginais dire que je soutiendrais sa version s'il débloquait la carte de crédit, arrêtait de se battre avec moi pour la maison et promettait de ne pas toucher à mon compte de retraite. La pensée m'a fait honte. Elle avait aussi du sens. C'était la partie effrayante. La sécurité peut faire paraître raisonnable de mauvais marché. Papa m'a trouvé assise sur le bord du lit d'amis, pleurant doucement pour qu'il ne m'entende pas. Je pensais que tu faisais la sieste, a-t-il dit. Je faisais semblant. Il s'est assis sur la chaise de bureau, les deux mains agrippées aux accoudoirs. Qu'est-il arrivé? Je lui ai parlé du congé administratif. Puis j'ai dit, j'ai 56 ans, papa. Je ne devrais pas avoir aussi peur de recommencer à zéro. Il m'a regardé pendant un long moment. Avoir peur ne signifie pas que tu as fait le mauvais choix. Cela signifie que le choix a un coût. Je me suis essuyé le visage avec ma manche. Ça sonne suspicieusement sage. J'ai eu 83 ans pour trouver une phrase décente. Le lendemain matin, Teresa a appelé. Elle s'était souvenue de quelque chose. Une de ses approbations, a-t-elle dit. Celle de février. Tu n'étais même pas au travail ce soir-là. Où étais-je? À Saint-Vincent avec Evelyne, elle était tombée dans sa salle de bain. Je m'en suis souvenu immédiatement. Evelyne m'avait appelé, pas Marc, parce qu'il était à un dîner avec des cadres. Je l'avais conduite à l'hôpital et j'étais resté jusqu'à près de minuit. J'ai commencé à fouiller. Dans un vieux sac à main, j'ai trouvé le reçu de parking de l'hôpital. Sur mon téléphone, j'ai trouvé une photo qu'Evelyne m'avait demandé de prendre de sa cheville enflée pour une réclamation d'assurance. Il y avait des textos à Marc depuis les urgences. Toujours là. La radio ne montre pas de fracture. Mon application de pharmacie montrait que j'avais récupéré les analgésiques d'Evelyne à 23h36. L'approbation de paie avait été saisie à 22h48 depuis mon poste de travail à Carmel. Suzanne a envoyé les documents aux enquêteurs. 2 jours plus tard, Daniel Price a demandé une autre réunion. Cette fois, il nous a montré un rapport de sécurité. Le badge de cadre de Marc avait ouvert les tâches de la paie à 22h31 cette nuit-là. Puis il a affiché un courriel que Marc avait envoyé à un consultant appelé Northline Efficiency Partners. La phrase était courte. LP a historiquement approuvé ces ajustements. Son accès nous donne une couverture suffisante si l'examen va plus loin. Pendant une seconde, j'ai pensé que LP pouvait signifier quelqu'un d'autre. Puis Daniel a ouvert la pièce jointe. Mon numéro d'employé était listé à côté des initiales. Marc n'avait pas voulu que je sois proche parce qu'il avait besoin d'une épouse loyale. Il m'avait voulu proche parce qu'il avait besoin d'un bouclier. L'enquête pour le divorce a révélé que le reste de sa vie était tout aussi faux. 86 000 $ de dette de carte de crédit, un prêt personnel que je n'avais jamais vu, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire avec des retraits réguliers, un bateau de pêche en location stocké près du réservoir de Geste. Des paiements à Northline que Marc avait classés comme frais de consultation. Suzanne a fixé les papiers du bateau. Il a listé cela comme transport professionnel. Je l'ai regardé. Elle a ajusté ses lunettes. À moins que Midstetes ne fabrique des bars, je ne pense pas que cette description va survivre à l'enquête. J'ai ri si soudainement que mes genoux m'ont fait mal. Puis l'expression de Suzanne est devenue sérieuse. L'avocat de Marc a envoyé une offre. Quel genre d'offre? Vous acceptez une partie de la dette non divulguée, vous renoncez à d'autres réclamations, et en échange, Marc accepte de ne pas vous accuser de mauvaise conduite en matière de paie. Pendant des années, cette menace aurait fonctionné. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que j'aurais eu peur de le mettre encore plus en colère.
J'ai regardé le courriel avec mon nom réduit à 2 initiales et une ligne sur une couverture suffisante. Ne réglez pas à l'amiable, ai-je dit. Suzanne m'a étudié un moment, puis elle a fermé le dossier. D'accord. La médiation pour le divorce était prévue un jeudi matin pluvieux à Indianapolis, près de 7 semaines après que j'ai quitté Carmel. J'ai à peine dormi la nuit précédente. Non pas parce que j'avais peur de voir Marc. J'avais peur de faire une erreur. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de maintenir la paix. Entrer dans une pièce où je savais que le conflit m'attendait, c'était comme marcher sur de la glace qui pourrait se briser sous mes pieds. Suzanne m'a retrouvé devant l'immeuble de bureau. Elle m'a tendu un gobelet en papier de café. « Comment vont vos genoux ? » Ils se plaignent. Ils en ont le droit. Cela m'a fait sourire. Les petites blagues comptaient plus que les gens ne le réalisaient. Elle vous rappelait que la vie ne s'était pas complètement transformée en dossier judiciaire et en rendez-vous médicaux. Les bureaux de médiation occupaient le 3e étage d'un immeuble de briques tranquille donnant sur Meridian Street. Pas de salle d'audience, pas de public dramatique, juste des salles de conférence, de la moquette beige et l'odeur du café frais. Marc était déjà là. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 7 semaines. Pas radicalement plus vieux, juste dégonflé. Son costume bleu marine coûteux flottait autour de ses épaules. Sa barbe, habituellement taillée avec une précision militaire, montrait 2 jours de chaume gris. Evelyne était assise à côté de lui bien que ne faisant pas partie de la procédure légale. Elle s'est levée quand elle m'a vu. « Vous avez certainement mis un beau désordre dans tout ça. » Suzanne a répondu avant que je ne le puisse. Ma cliente ne discute pas de l'affaire en dehors de la médiation. Evelyne a froncé les sourcils. Je ne vous parlais pas. Suzanne a souri poliment. C'est une chance. Je facture à l'heure. J'ai failli rire. C'était une réponse si sèche qu'Evelyne n'a même pas réalisé qu'elle avait été congédiée. À l'intérieur de la salle de conférence, le médiateur a expliqué les règles. Une personne parle à la fois. Tout reste confidentiel. L'objectif est la résolution. Marc s'est penché en arrière dans sa chaise comme s'il s'agissait simplement d'une autre réunion de direction qu'il s'attendait à contrôler. Son avocat a parlé en premier. Mon client soutient que Madame Parker a volontairement abandonné le domicile conjugal immédiatement avant ses difficultés d'emploi. Elle avait également accès au système de paie maintenant sous enquête. J'ai écouté sans interrompre. L'avocat a continué, parce que les 2 parties ont bénéficié de la rémunération de cadre de Monsieur Parker pendant le mariage. Nous croyons que Madame Parker devrait assumer la responsabilité d'une partie des obligations conjugales en cours. Suzanne a attendu qu'il ait fini. Puis elle a ouvert son dossier. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement construit une chronologie. Premièrement, l'opération d'urgence, les dossiers hospitaliers, les instructions de sortie, les besoins médicaux de Walter. Deuxièmement, la requête en divorce préparée avant l'urgence de Walter, pas après. Suzanne a fait glisser une copie sur la table. Donc Monsieur Parker avait déjà prévu d'utiliser les papiers du divorce avant même que Madame Parker ne quitte la maison. Marc s'est agité sur sa chaise. Son avocat n'a rien dit. Troisièmement, la carte de crédit. Suzanne a produit des relevés montrant que le compte commun avait été bloqué quelques heures après l'arrivée de Linda à Bloomington. Quatrièmement, la tentative de réinitialisation de mon compte de retraite. Cinquièmement, les prêts non divulgués, les retraits sur la valeur nette de la maison, le bateau de pêche en location, les paiements de consultation. Chaque document est apparu tranquillement. Pas de discours, pas d'accusation dramatique, juste papier après papier. L'expression du médiateur a lentement changé. Puis Suzanne a atteint la dernière section. Elle a placé le courriel imprimé sur la table, celui qui mentionnait LP fournissant une couverture suffisante. Marc s'est immédiatement redressé. Ce courriel est complètement hors de contexte. Suzanne a hoché la tête. Peut-être. Elle a glissé un autre document à côté, le rapport d'accès au bâtiment. Le badge de cadre de Marc entrant dans le département de la paix à 22h31. L'approbation de paix soumise sous mes initiales à 22h48. Le reçu de parking de l'hôpital montrant que j'étais avec Evelyne à Saint-Vincent le même soir. Le reçu de pharmacie, les messages textes, tous alignés minute par minute. Le médiateur a croisé les mains. Monsieur Parker, Marc l'a interrompu.
Je n'essayais de piéger personne. Suzanne ne l'a même pas regardé. Elle a regardé le médiateur. Ma cliente a passé 31 ans à protéger cet homme de l'embarras. Puis elle a regardé directement Marc. La première semaine où elle a cessé de vous protéger, toute votre histoire s'est effondrée. Le silence s'est installé dans la pièce. Finalement, Marc m'a regardé. J'avais besoin de toi. Les mots m'ont surprise. Pendant une seconde, j'ai presque cru qu'ils étaient sincères. Puis il a continué, tu savais comment fonctionnait la paix. Tu aurais pu tout expliquer. Voilà. Pas j'avais besoin de ma femme. J'avais besoin de toi. Il voulait dire j'avais besoin de quelqu'un pour nettoyer après moi. Je me suis penché en avant. Tu ne voulais pas que je reste parce que tu m'aimais. Il m'a dévisagé. Tu me voulais assez proche pour pouvoir m'accuser. Son visage est devenu rouge. Après 31 ans, je méritais la loyauté. J'ai secoué la tête lentement. La loyauté, ce n'est pas aider quelqu'un à enterrer l'avenir d'une autre personne. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, le médiateur s'est éclairci la gorge. Je crois que nous atteignons le point où un litige présente des risques significatifs pour une partie. L'avocat de Marc a demandé une discussion privée. Ils ont quitté la pièce. Suzanne a tranquillement pris une gorgée de café. Vous vous en êtes bien sorti. Je me sens mal. C'est normal. Je pensais que je me sentirais plus forte. Elle a souri doucement. La force ressemble souvent beaucoup à de l'épuisement. 45 minutes plus tard, tout le monde est revenu. Le ton avait changé. L'avocat de Marc n'argumentait plus. Il négociait. La maison conjugale serait vendue. Mon compte de retraite resterait entièrement le mien. Les prêts personnels dissimulés liés aux bateaux de pêche et aux avances de direction resteraient la responsabilité de Marc. Aucun de nous ne pourrait interférer avec les comptes financiers de l'autre. La communication passerait par les avocats, sauf en cas de véritable urgence. Ce n'était pas une victoire de conte de fées. Les frais de justice avaient déjà consommé des milliers de dollars. Vendre la maison ferait mal. Je devrais encore tout recommencer à 56 ans. Mais pour la première fois, je ne négociais pas par peur. Une semaine plus tard, Mid-States a invité les employés à une réunion d'entreprise dans un centre de conférence près de Keystone at the Crossing. À ce moment-là, l'enquête m'avait officiellement innocenté. Mon congé payé a pris fin. Robert Gaines, le fondateur de l'entreprise, se tenait au podium. Il n'a jamais mentionné le nom de Marc. Au lieu de cela, il s'est adressé aux employés. Notre examen interne a révélé des erreurs dans les classifications des heures supplémentaires qui ont affecté un certain nombre de personnes. Des paiements corrigés, y compris des intérêts le cas échéant, commenceront la semaine prochaine. Un murmure s'est répandu dans la salle. Certains employés avaient l'air soulagés, d'autres en colère. Robert a continué. Nous avons également découvert que plusieurs employés ont maintenu de manière constante une documentation précise malgré une pression importante. Leur professionnalisme nous a permis de corriger ces problèmes. Il n'a pas pointé du doigt vers moi. Il n'en avait pas besoin. Après la fin de la réunion, Robert s'est approché discrètement. Je voulais vous remercier personnellement. J'ai juste suivi la politique. Il a souri. Vous l'avez suivi quand ce n'était pas pratique de la suivre. J'ai haussé les épaules. J'avais surtout peur de me tromper dans les chiffres. Parfois, c'est exactement à ça que ressemble l'intégrité. Alors que je marchais vers la sortie, des gens m'ont arrêté l'un après l'autre. Un superviseur d'entrepôt m'a serré la main. Ma femme a besoin de soins dentaires. Ces chèques d'heures supplémentaires corrigés vont aider. Un mécanicien d'entretien a souri. Vous nous avez toujours dit de garder des copies de nos fiches de présence. Teresa m'a serré dans ses bras. Ça fait des années que je dis aux gens que tes classeurs sauveraient la civilisation. J'ai ri. Alors c'est mon héritage. Ce n'est pas un mauvais héritage. Dehors, l'air d'octobre était frais sur mon visage. J'avais presque atteint ma voiture quand j'ai entendu la voix de Marc. Alors, c'est ça que tu voulais? Il se tenait près de l'entrée du parking, pas à l'intérieur de la réunion. Dehors, attendant. Son costume avait l'air froissé.
Ses yeux étaient fatigués. Tu apprécies ça? Je rentre à la maison. Tu aurais pu arrêter tout ça. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit doucement, c'est ça le problème, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 31 ans, tu as cru que c'était mon travail d'arrêter les conséquences. Il s'est approché. Tu me dois quelque chose. Plusieurs employés qui sortaient du bâtiment se sont tournés vers nous. Marc l'a remarqué, ses épaules se sont raidies. Un agent de sécurité qui patrouillait sur le parking a jeté un coup d'œil dans notre direction. Immédiatement, Marc a baissé la voix. La confiance a disparu aussi vite qu'elle était arrivée. Il n'y avait plus rien à jouer. J'ai ouvert la portière de ma voiture. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence entre avoir besoin d'aide et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre porte le poids de tes choix. Puis je suis parti. Ce soir-là, Evelyne a appelé. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Je suppose que Marc était sous plus de pression que quiconque ne le réalisait. J'ai attendu. Mais tu aurais pu gérer ça en privé. Il n'y avait rien de privé à me tendre des papiers de divorce. Il ne va pas bien. Je sais. Tu devrais l'appeler. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine papa assis sur son Porsche, enveloppé dans sa vieille couverture de l'armée, regardant le coucher de soleil sur les érables. Puis je me suis souvenu de quelque chose qu'Evelyne avait dit la nuit où tout a changé. Ton père ne fait pas partie de la famille de Marc. J'ai répondu doucement. Il a besoin de son avocat, d'un conseiller et de temps. Linda. Tu m'as dit que je devais choisir quelle famille passer en premier. Silence. Tu avais raison. Puis j'ai mis fin à l'appel. Quelques minutes plus tard, j'ai apporté 2 tasses de café sur le porche. Papa m'a regardé. As-tu gagné? Je me suis assise à côté de lui. Après y avoir réfléchi un moment, j'ai souri. Je ne pense pas avoir gagné. Quoi alors? J'ai finalement arrêté de perdre. Le printemps est arrivé tranquillement cette année-là, pas avec des changements spectaculaires, juste de petites choses. L'érable devant la maison de papa a commencé à montrer des bourgeons verts. Les matins ne mordaient plus aussi fort. Je me suis surprise à ouvrir les fenêtres en faisant du café au lieu de chercher une autre couverture. Le divorce est devenu définitif un mercredi ordinaire. Pas de célébration, pas de discours dramatique au tribunal, juste un juge signant des papiers qui mettaient officiellement fin à 31 ans de mariage. Quand Suzanne a appelé, elle a simplement dit « c'est fait ». Je l'ai remerciée. Puis j'ai raccroché et je suis sorti pour aider papa à remplir sa mangeoire à oiseaux. La vie a une drôle de façon de vous rappeler que la paperasse peut tout changer sur le papier, mais que les rouges-gorges attendent toujours leur petit déjeuner. La maison à Carmel s'est vendue 6 semaines plus tard. Pas pour ce que nous espérions. L'inspection a révélé des dommages au toit dont aucun de nous n'avait connaissance, et les acheteurs ont négocié âprement. Après les frais d'agence, les réparations, les frais de justice et le remboursement de l'hypothèque, ma part était suffisante pour recommencer. Pas assez pour devenir riche, assez pour respirer. J'ai acheté une modeste maison de plain-pied à 2 chambres à mi-chemin entre Bloomington et Martinsville. La première chose que j'ai remarquée, c'est ce qu'elle n'avait pas. Pas d'escalier. Après des années à monter l'escalier à niveaux multiples avec des genoux douloureux, cela semblait presque luxueux. La deuxième chambre était juste assez grande pour que papa puisse y passer la nuit s'il en avait besoin. Les armoires de cuisine étaient vieilles. La salle de bain avait besoin de nouvelles installations. Le jardin était à peine assez grand pour 2 chaises de jardin. C'était parfait. Les déménageurs sont partis vers 15 h un vendredi après-midi. Des cartons remplissaient chaque pièce. Je me suis tenu dans le salon en me demandant par où commencer. Puis j'ai ri. Pendant 31 ans, j'avais organisé la vie de tout le monde. Sûrement, je pouvais déballer ma propre cuisine. Papa a récupéré plus lentement que nous ne le souhaitions. Certains matins, il marchait avec assurance jusqu'à la boîte aux lettres. D'autres matins, il avait besoin de son déambulateur juste pour aller de la chambre à la cafetière. Ses mains tremblaient encore quand il nouait une ligne de pêche. Il oubliait où il avait laissé ses lunettes au moins 2 fois par jour. Une fois, je les ai trouvées dans le réfrigérateur à côté du jus d'orange. Je les gardais au frais, a-t-il insisté. Bien sûr que tu le faisais.
Vieillir vous apprend quelque chose que personne ne mentionne quand vous êtes jeune. Aider quelqu'un n'est pas la même chose que le contrôler. J'ai dû apprendre cette leçon avec papa. Il voulait continuer à tondre sa propre pelouse. Je voulais qu'il engage quelqu'un. Nous avons fait un compromis. Il tondait la petite pelouse de devant. L'adolescent du quartier s'occupait de l'arrière-cour et de la pente raide près du fossé. Papa portait un bouton d'alerte d'urgence. J'ai arrêté de l'appeler 3 fois chaque matin. Aucun de nous n'a obtenu exactement ce qu'il voulait. Nous avons tous les deux obtenu quelque chose de mieux. Le respect. Environ 2 mois après avoir déménagé, j'ai finalement programmé l'opération de remplacement du genou que j'avais reporté pendant des années. Le chirurgien orthopédique a examiné mon dossier. Il est indiqué que vous avez retardé cela 2 fois. C'est exact. Pourquoi? J'ai pensé à dire le travail ou la famille. Au lieu de cela, j'ai souri. J'ai passé trop d'années à me convaincre que tout le monde passait en premier. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu cette réponse de nombreuses fois auparavant. La convalescence n'a pas été facile. La kinésithérapie faisait mal. Certains jours, je remettais en question ma décision, mais chaque pas douloureux me rappelait que la guérison nous demande souvent de tolérer un inconfort temporaire au lieu d'un sacrifice permanent. Midstetes m'a offert de reprendre mon ancien poste. Robert Gain m'a invité dans son bureau. J'aimerais que vous reveniez. J'apprécie cela. Nous aimerions aussi que vous aidiez à redéfinir les procédures de conformité de la paix. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Puis j'ai accepté à une condition. Je ne veux travailler que 4 jours par semaine. Robert a semblé surpris. Vous prévoyez de prendre votre retraite? Je prévois de vivre. Il a ri. Assez juste. Le nouvel horaire a tout changé. Les vendredis m'appartenaient. Parfois, papa et moi allions au lac Monroe, pas pour faire quelque chose d'excitant. Nous achetions du café terrible de station-service, nous asseyions dans des chaises pliantes près de l'eau et regardions des pêcheurs qui semblaient beaucoup plus chanceux que papa ne l'avait jamais été. Un après-midi, il n'avait pas attrapé un seul poisson après près de 2 heures. Il a ramené son hameçon vide et a froncé les sourcils. Les poissons de nos jours n'ont aucune éthique de travail. J'ai failli renverser mon café en riant. Il m'a regardé. Tu souris plus. Je me plains plus aussi. C'est différent. Comment? Se plaindre parce que tes genoux te font mal n'est pas la même chose que de prétendre que ton cœur ne souffre pas. J'ai regardé le lac. L'eau reflétait de pâles nuages de printemps qui dérivaient lentement au-dessus. Tu sais, ai-je dit, je pensais que quitter Marc me ferait me sentir forte, et cela m'a surtout fait me sentir terrifiée. Papa a hoché la tête. La plupart des choses qui en valent la peine commencent comme ça. Je n'ai jamais posé beaucoup de questions sur Marc après le divorce. J'en savais assez. Sa prime de cadre a disparu. Il a vendu le bateau de pêche. Finalement, il a trouvé un travail de consultant dans une plus petite entreprise de fabrication près de Fort Wayne. Pas un poste prestigieux, juste un travail. Rachel a appelé un soir au début de l'été. Sa voix semblait hésitante. Je te dois des excuses. Tu ne me dois rien. J'ai lu les dossiers du tribunal. Je suis restée silencieuse. Papa a admis qu'il avait déjà les papiers du divorce avant que grand-père ne tombe malade. Elle a dégluti. Et la carte de crédit. Je suis désolé. Moi aussi. Il y a eu une autre pause. J'aime mon père. Je sais. Je ne sais pas quoi faire de tout ce que j'ai appris. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Tu as le droit de l'aimer. Vraiment? Oui. Mais aimer quelqu'un ne nécessite pas de prétendre qu'il n'a jamais fait de choix terrible. Elle a pleuré, pas fort, juste assez pour que je l'entende essayer de reprendre son souffle. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. Rachel et moi avons lentement reconstruit une relation. Marc et moi, non. Certaines portes sont destinées à rester fermées. Les vendredis, quand je ne travaillais pas, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de ressources pour personnes âgées à Bloomington. Principalement, j'aidais les personnes âgées à organiser leurs papiers, les formulaires d'assurance, les lettres de la sécurité sociale,
les factures médicales. Une femme s'est excusée 3 fois avant de me demander de lui expliquer son relevé de Médicare. Je me sens idiote. Vous ne devriez pas. J'ai toujours détesté poser des questions. Moi aussi. Elle a souri. Je suppose que nous apprenons toutes les deux. Mieux vaut tard que jamais. Un après-midi, en déballant le dernier carton de mon ancienne maison, j'ai trouvé la copie des papiers du divorce que Marc avait poussé sur notre table de cuisine. Les pages étaient légèrement cornées. Du café avait taché un coin. Je suis restée assise tranquillement pendant plusieurs minutes. Je me suis souvenu d'Evelyne croisant les mains, de Marc faisant glisser l'enveloppe vers moi, de ma propre main tremblant pendant que je signais. À l'époque, je pensais que cette signature signifiait que j'avais tout perdu. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Le papier ne m'avait pas changé. La décision l'avait fait. Non pas parce que je me sentais courageuse. Je ne l'étais pas. Je me sentais effrayée, le cœur brisé, complètement incertaine. Mais j'ai franchi cette porte quand même. J'ai glissé les papiers dans un dossier avec le jugement de divorce final. Pas comme un trophée, pas comme une preuve que j'avais gagné, juste comme un rappel que parfois le choix le plus difficile devient le début de la vie que vous ne saviez pas que vous étiez autorisé à avoir. En y repensant maintenant, les gens me demandent parfois si j'ai planifié ma vengeance. Je souris toujours. Il n'y avait pas de plan brillant. Je n'ai pas dénoncé Marc. Ses propres décisions l'ont fait. J'ai simplement arrêté de me tenir entre lui et les conséquences. Pendant des années, j'ai cru que la paix signifiait de garder tout le monde à l'aise. Maintenant, je sais que la vraie paix commence quand on arrête de s'abandonner pour faciliter la vie de quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Parfois, la porte la plus difficile à franchir est aussi celle qui vous ramène à la maison. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou même vous-même, j'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.